Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Amara Daniels se tenait près de la baie vitrée de l'appartement qu'elle partageait avec son mari, Léo Carter, admirant les lumières de la ville. Elle venait de finir de préparer son plat préféré, poulet rôti au romarin, accompagné d'une purée de pommes de terre crémeuse et d'une salade du jardin. Tout était parfait, tout comme l'image qu'elle s'était forgée de leur mariage. Leur histoire n'était pas exactement un conte de fées. L'argent avait toujours été un problème, et Amara cumulait souvent 2 emplois pour soutenir les jeunes entreprises de Léo. Malgré son épuisement, elle croyait en ses rêves, et elle croyait en leur amour. Léo était charmant et ambitieux, rentrant toujours à la maison avec des histoires d'investisseurs potentiels et d'affaires révolutionnaires. Il passait un bras autour d'Amara et murmurait « On va réussir en grand, ma belle. Tu verras ». Son optimisme était contagieux. Amara se sentait fière de pouvoir être à ses côtés dans sa quête de succès. Plus tôt dans la soirée, en dressant la table avec leur couvert modeste mais bien aimé, elle s'était remémoré leur premier rendez-vous. Ils avaient partagé un unique milkshake dans un petit restaurant parce qu'ils étaient trop fauchés pour en commander 2. Pourtant, ils avaient ri tout le temps, et Amara ressentait toujours un léger frémissement chaleureux en se souvenant de cette nuit-là. Elle fredonnait un air, allumant une petite bougie au centre de la table. C'étaient des moments comme celui-ci qui lui faisaient penser que leurs difficultés en valaient la peine. La porte d'entrée s'ouvrit d'un déclic, et elle se précipita vers l'entrée avec un sourire plein d'espoir. Mais au lieu de l'accueil chaleureux habituel de Léo, il passa devant elle, se dirigeant directement vers la chambre sans un mot. Un nœud se forma dans son estomac. « Léo ? Léo » appela-t-elle doucement, le suivant. « J'ai fait le dîner. Tout est prêt. Je pensais qu'on pourrait manger ensemble. » Il marmonna quelque chose à propos d'un mal de tête. Sans même croiser son regard. Elle remarqua qu'il n'avait pas ramené sa mallette à la maison. C'était inhabituel. Il n'allait jamais nulle part sans elle. Pourtant, elle essaya de rester positive, balayant mentalement toute trace d'inquiétude. Peut-être avait-il eu une mauvaise journée. Plus tard dans la nuit, elle le regarda pousser distraitement la nourriture dans son assiette. Il dit à peine un mot sur sa cuisine, qui autrefois suffisait à le faire gémir de plaisir. Un frisson de pressentiment s'insinua dans son cœur, mais elle se dit qu'il traversait juste une mauvaise passe. Après tout, chaque couple avait des hauts et des bas. Elle essaya de l'entraîner dans une conversation. « Comment s'est passée ta journée ? As-tu rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui ?» Mais Léo haussa simplement les épaules et finit par se lever de table, laissant la nourriture à moitié mangée. « Je vais me coucher, dit-il sèchement. Seule à table, Amara lutta contre la morsure des larmes. Les lumières de la ville à l'extérieur semblaient moins magiques maintenant. Le mariage parfait dont elle s'était toujours vantée auprès de ses amis semblait être un morceau de verre fragile, prêt à se briser au moindre contact. Amara rangea les restes, se rappelant qu'ils avaient déjà traversé des tempêtes. Elle croyait en son mari, et elle croyait que l'amour pouvait vaincre même les nuages les plus sombres. Pourtant, au fond d'elle-même, elle ne pouvait ignorer le tremblement d'effroi qui l'avertissait que quelque chose de plus grave se préparait, quelque chose qui déchirerait son monde si soigneusement construit. Une semaine passa, et la distance entre eux ne fit que grandir. Un soir, Amara se retrouva dans le couloir devant le bureau improvisé de Léo à la maison. Elle entendit des rires étouffés, ses rires à lui, mais ils étaient étrangement aguicheurs, un ton qu'il n'avait pas utilisé avec elle depuis des mois. Elle hésita, se sentant coupable d'écouter aux portes, mais attirée par le sentiment troublant au fond de ses entrailles. « Oui, oui. Je m'en occupe, dit Léo au téléphone. Sophia, fais-moi confiance. Tu es la seule qui compte pour moi en ce moment. » Le souffle d'Amara se coupa. Sophia. Il ronronnait pratiquement son nom. Son cœur battait violemment, et elle recula lentement, incapable de le confronter directement. Cela ne pouvait pas arriver. Léo ne serait pas aussi cruel. N'est-ce pas? Elle se retira dans le salon et s'affaissa sur le canapé, essayant de se calmer. Peut-être que c'est une partenaire d'affaires, raisonna-t-elle. Peut-être que c'est juste comme ça qu'il parle aux investisseurs proches. Mais peu importe ses efforts pour rationaliser, son cœur refusait de se calmer.
Plus tard cette nuit-là, elle fit semblant de dormir quand Léo se glissa dans le lit. Il sentait un parfum inconnu, floral et cher. Les yeux d'Amara piquaient de larmes qu'elle ne se permettait pas de verser. Elle s'accrochait encore à l'espoir. Peut-être y avait-il une explication logique. Si elle le confrontait, cela pourrait le repousser. Elle décida d'attendre le bon moment, convaincue qu'une fois qu'ils auraient vraiment parlé, il pourrait résoudre tout malentendu. Le lendemain, elle rendit visite à sa meilleure amie, Nia. Autour d'un café, Nia remarqua le comportement inhabituellement silencieux d'Amara. « Bon, crache le morceau », dit Nia en croisant les bras. « Je te connais, Amara. Quelque chose ne va pas. » Amara jeta un coup d'œil autour du café animé avant de se pencher. « Je crois que Léo voit quelqu'un d'autre. » Sa voix tremblait en avouant. Les sourcils de Nia se haussèrent, et elle tendit la main sur la table, plaçant une main rassurante sur celle d'Amara. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Amara raconta l'appel téléphonique, le parfum, la façon dont Léo semblait perpétuellement distant. « J'ai peur, Nia. Il représente tout pour moi, et je ne veux pas le perdre. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et les larmes menacèrent de couler. Nia lui serra la main. « Tu mérites la vérité. S'il te trompe, tu dois le confronter. Ne le laisse pas te marcher sur les pieds. Tu es intelligente, talentueuse, et tu as tant sacrifié pour ce mariage. » Amara déglutit difficilement. Elle savait que son amie avait raison, pourtant elle se sentait paralysée. Après tout, toute son identité était liée au fait d'être la femme de Léo, de le soutenir. Ce soir-là, elle essaya de confronter Léo gentiment. « Et, pouvons-nous parler de nous ?» demanda-t-elle alors qu'il parcourait son téléphone. « J'ai l'impression qu'il y a une distance. Y a-t-il quelque chose dont nous devrions discuter ?» Léo leva à peine les yeux. « Tu te fais des idées, Amara ?» rejeta-t-il. « Je suis juste occupé. Mon entreprise est sur le point d'atteindre un tournant majeur, et j'ai besoin de toute la concentration possible. » Elle voulait l'interroger sur Sofia. Elle voulait exiger des réponses. Mais la peur d'entendre le pire la garda silencieuse. La manière brusque de Léo, son regard froid, lui dire qu'elle n'obtiendrait aucun réconfort ce soir-là. Au fil des jours, ses soupçons se renforcèrent. Le nom de Sofia apparaissait dans des appels téléphoniques chuchotés. Léo commença à rentrer de plus en plus tard, laissant Amara dans un vortex d'inquiétude et de chagrin. Bien qu'elle s'accrochât encore aux derniers vestiges de son espoir, une certitude lancinante lui disait que l'homme qu'elle avait autrefois connu si intimement était déjà à moitié parti. La Saint-Valentin approchait, une fête qui avait toujours eu une signification particulière pour eux. Malgré la tension, Amara décida d'organiser une soirée romantique, espérant raviver leur connexion. Elle investit ses dernières économies dans un dîner aux chandelles. Des roses rouges ornaient la table, et elle acheta même une nouvelle robe, un simple mais élégant numéro bordeaux qui épousait ses formes. Elle fit mariner des steaks, prépara des crevettes au beurre à l'ail et cuisina un gâteau au chocolat en forme de cœur pour le dessert. Elle voulait que cette nuit soit mémorable, qu'elle serve de rappel de la raison pour laquelle ils étaient tombés amoureux. Pourtant, au fil des heures, son inquiétude grandissait. Léo était censé arriver à 7 heures. À 9 heures, les bougies s'étaient consumées et la nourriture était froide et intacte. La nouvelle robe lui parut soudain un investissement stupide, et chaque seconde qui passait érodait l'optimisme restant d'Amara. Finalement, vers 10h30, elle entendit le tintement des clés à la porte d'entrée. Son cœur sursauta, il est à la maison. Elle se précipita pour l'accueillir, pour constater qu'il n'entrait pas. Au lieu de cela, il glissa simplement une enveloppe sous la porte. Elle la ramassa, la confusion tordant ses traits. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce. Amara eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Ses mains tremblaient en lisant le document. Les lignes étaient cruellement factuelles. Léo Carter demande la dissolution du mariage. Elle recula en trébuchant, remarquant une note de l'écriture de Léo agrafée en haut. « Tu étais assez bien quand je n'avais rien, mais j'ai besoin d'une femme qui corresponde à mon nouveau statut. » Elle s'effondra sur le sol, les mots résonnant dans son esprit comme un chant vicieux. Assez bien quand je n'avais rien. Besoin d'une femme qui corresponde à mon statut. Se relevant avec difficulté, elle ouvrit la porte en grand. Léo se tenait là avec une expression froide et impassible, se détournant déjà. « Léo, qu'est-ce que c'est » halta-t-elle, les larmes montant à ses yeux.
Il expira, l'air contrarié. J'ai tourné la page, Amara. Signe les papiers. Inutile de faire traîner les choses. Mais, comment as-tu pu faire ça? Le jour de la Saint-Valentin, de tous les jours. Sa voix tremblait, un murmure désespéré. Il jeta un coup d'œil aux pétales de rose éparpillés sur le sol du couloir, à la lueur vacillante des bougies d'encens sur son visage strié de larmes. Un instant, il hésita, presque comme si un sentiment de culpabilité le traversait. Mais ensuite, il se durcit. Le père de Sophia est un investisseur influent. J'ai besoin de vraies relations pour grandir. Écoute, tu ne fais plus partie de mon avenir. Sur ce, il entra dans l'ascenseur. Les portes se fermèrent, l'emportant hors de sa vie d'un seul mouvement brutal. Amara resta là, les papiers du divorce serrés dans ses mains tremblantes, les larmes coulant enfin sur ses joues. Le dîner extravagant qu'elle avait préparé lui semblait une moquerie maintenant. Elle retourna dans le salon, hébétée, contemplant la table ornée de roses, de vin et d'argenterie soigneusement disposées. Les bougies vacillantes semblaient révéler le vide de tout ce en quoi elle avait cru. À cet instant précis et écrasant, elle sut que le mariage parfait auquel elle s'était accrochée avait disparu. Tout ce qu'elle avait sacrifié, chaque rêve qu'elle avait mis de côté pour Léo, avait été récompensé par la trahison. En 48 heures, Léo tint une autre promesse cruelle. Il força Amara à quitter leur appartement commun. Elle n'avait nulle part où aller. Ses maigres économies avaient été épuisées par ses tentatives pour maintenir leur foyer et soutenir les plans d'affaires de Léo. Elle emballa ses affaires, principalement des vêtements et des objets sentimentaux, dans une seule valise. Tout le reste, y compris les meubles et les appareils électroménagers, Léo le revendiqua comme sa propriété parce qu'il les avait payés avec les revenus de son entreprise. Peu importait que son argent ait financé leur vie quand il était encore en difficulté. Maintenant qu'il était en pleine ascension, il ne montrait aucun remords de la laisser sans rien. Les mains tremblantes, elle appela sa meilleure amie, Nia. Je n'ai nulle part où aller, réussit à dire Amara entre deux sanglots. Nia n'hésita pas, viens chez moi. N'y pense même pas à deux fois. Amara arriva plus tard ce soir-là dans le minuscule appartement d'une chambre de Nia. L'endroit était exigu, mais chaleureux et accueillant. Nia la serra fort dans ses bras. Je suis désolée, ma belle, murmura-t-elle, les larmes aux yeux elle aussi. Léo est une ordure. Tu mérites tellement mieux. Pendant les jours suivants, Amara quitta à peine le canapé. Elle se sentait paralysée par un cocktail d'émotions, trahison, chagrin, humiliation et un sentiment écrasant de perte. La honte d'avoir été rejetée par l'homme à qui elle avait tout donné la rongeait constamment. Nia essayait de la pousser à faire de petites choses, manger, se laver, même simplement s'asseoir près de la fenêtre pour prendre l'air. Mais Amara restait souvent recroquevillée dans son lit, les larmes striant ses joues. Comment avait-il pu faire ça? La question tournait en boucle dans son esprit. Chaque jour, un nouveau coup tombait. Les photos de Léo sur les réseaux sociaux le montraient bras dessus bras dessous avec Sophia, une belle brune vêtue de robe de créateur, ses bracelets en diamant brillant comme une condamnation. Les légendes étaient nauséabondes, célébrant de nouveaux départs, ou, vers des choses plus grandes, meilleures. En arrière-plan de ces photos, la ligne d'horizon scintillante de la ville témoignait de la vie somptueuse dans laquelle Léo se prélassait maintenant. Amara ressentait chaque publication comme un coup de poignard. Un après-midi, Nia entra dans la chambre. « Tu ne peux pas rester au lit éternellement, dit-elle doucement, écartant les cheveux du front d'Amara. Je sais que c'est dévastateur, mais tu dois aller de l'avant. La voix d'Amara tremblait. Je n'ai pas de travail, pas de maison et pas d'argent. Léo était ma vie. Je me sens comme un chiffon jeté. Nia fronça les sourcils. C'est exactement comme ça qu'il veut que tu te sentes. Mais tu es plus forte que ça. On va s'en sortir ensemble. Pourtant, malgré le soutien indéfectible de Nia, Amara luttait pour voir un avenir qui ne soit pas consumé par le chagrin. Elle avait passé tant d'années à vivre pour Léo, à le soutenir, qu'elle se reconnaissait à peine sans lui. Dans les nuits sombres, elle se demandait si elle avait la moindre valeur. Dans ces moments de détresse, elle ne pouvait imaginer que l'univers puisse avoir d'autres plans pour elle. Des plans qui transformeraient son désespoir en quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était le profond gouffre de la trahison et le besoin urgent de trouver comment survivre un jour de plus. Amara se réveilla un matin, les yeux gonflés par une autre nuit de larmes,
pour trouver Nia au téléphone, engagée dans une discussion animée. Nia la regarda et chuchota, « La personne à l'autre bout du fil veut te parler, dit qu'il est un avocat nommé Théodore Jamson. » Le cœur d'Amara fit un bond. Elle se demanda immédiatement si Léo lui jouait un autre tour juridique. Elle prit le téléphone avec précaution. « Allô ?» Une voix masculine et nette répondit. « Madame Daniels. Je m'appelle Théodore Jamson. Je représente la succession de Frédéric Daniels, votre grand-père. » Son esprit vacilla. Elle se souvenait à peine de son grand-père. Enfant, son père avait coupé les ponts avec lui à cause d'un différend familial qu'elle n'avait jamais compris. Maintenant, cet avocat parlait de lui comme d'une figure d'autorité lointaine. « Mon grand-père. Décédé il y a des années, balbutia-t-elle. Je ne le connaissais même pas, néanmoins, dit Théodore. Il a laissé un testament avec des instructions spécifiques pour que vous soyez contacté. Pourrions-nous nous rencontrer en personne pour discuter des détails? C'est extrêmement important et urgent. La curiosité d'Amara s'enflamma malgré sa lassitude. Oh, d'accord. Quand et où? Ils fixèrent un rendez-vous pour le lendemain dans un petit cabinet d'avocats chic de l'autre côté de la ville. Nia insista pour l'accompagner. Amara arriva tremblante de nervosité, s'attendant à un autre coup dur. Elle ne pouvait imaginer ce que son grand-père éloigné aurait pu lui laisser. À l'intérieur du bureau, Théodore les accueillit poliment. C'était un homme digne, à la fin de la cinquantaine, portant un costume sur mesure qui sentait la vieille fortune. « Mademoiselle Daniels. » dit-il en lui tendant la main. « Je suis désolé du retard pour vous contacter. Il y a eu certaines complications juridiques, mais nous sommes maintenant libres de procéder aux dernières volontés de votre grand-père. » Amara s'enfonça dans un fauteuil en face de lui. « Je ne comprends pas. Mon père a coupé les ponts avec mon grand-père. Je n'ai même jamais pu lui dire au revoir. » Théodore offrit un signe de tête compatissant. « Oui, Frédéric a toujours regretté cette brouille. Cependant, il a suivi votre vie de loin. Et dans son testament, il vous a nommé son unique héritière. » Elle cligna des yeux, le cœur battant douloureusement. Unique héritière de quoi? Son visage resta impassible. Frédéric Daniels a fondé Daniels Tech, un conglomérat technologique multinational. Il est évalué à plus d'1 milliard de dollars. Essentiellement, il vous appartient maintenant, sous réserve de quelques formalités. Nia eut le souffle coupé, et Amara faillit glisser de sa chaise. Sa bouche devint sèche. Ça ne peut pas être vrai. Je ne connais rien aux affaires. Pourquoi me le laisserait-il à moi? Théodore entrelaça ses doigts. Votre grand-père croyait en l'héritage familial. Il n'a jamais cessé d'espérer une réconciliation. Il a laissé des instructions spécifiques. Vous devez prendre le contrôle en tant que PDG de Daniels Tech, mais vous devez le réclamer dans un délai déterminé, 1 semaine à compter de maintenant. Si vous ne vous manifestez pas, l'ensemble de la succession reviendra par défaut à d'autres parents éloignés, qui pourraient choisir de démanteler l'entreprise. Il voulait s'assurer que la lignée de votre père, votre lignée, ait la chance de perpétuer son héritage. Les pensées d'Amara tourbillonnaient, une fortune d'1 milliard de dollars, une entreprise massive, un poste de PDG? Tout semblait surréaliste. Elle était passée de sans-abri et le cœur brisé à avoir un empire potentiel à portée de main. C'était trop à assimiler en une seule conversation. « Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne ?» demanda-t-elle faiblement, toujours incrédule. Il lui offrit un sourire triste. « Tout à fait certain. Les recherches de Frédéric ont été approfondies. Vous êtes la bonne bénéficiaire. » Nia agrippa le bras d'Amara. « Ça change tout, murmura-t-elle. C'est ta chance de te reconstruire. » Amara déglutit, les larmes menaçant de couler sur ses joues, mais pas des larmes de chagrin cette fois, des larmes de choc écrasant et un sentiment naissant d'espoir. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. « Nous aurons besoin de votre signature sur plusieurs documents, et il y a une lecture officielle du testament. Si vous êtes d'accord, je peux organiser le transport jusqu'au domaine, où vous pourrez voir ce dont vous héritez. » Amara hocha la tête, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. La femme qui s'était réveillée ce matin-là en tant qu'ex-femme sans le sou et brisée se trouvait maintenant confrontée à un avenir qui brillait de possibilités. Elle n'avait aucune idée de comment diriger une entreprise d'1 milliard de dollars, mais la simple pensée de retrouver sa dignité,
et bien plus encore, déclencha une étincelle de détermination. Le lendemain, Amara monta dans un bus à destination de la petite ville où se trouvait le domaine de son grand-père. Nia l'accompagna pour lui apporter un soutien moral, et elles passèrent tout le trajet à regarder par les fenêtres, essayant de deviner quel grand manoir pourrait être celui de Frédéric Daniels. Le paysage passa des gratte-ciels de la ville à la campagne vallonnée, parsemée de vastes domaines. Quand le bus arriva enfin dans une gare pittoresque, Théodore Jamson les attendait dans une élégante voiture noire. Il ouvrit poliment la portière, les guidant vers l'intérieur garni de cuir. Le trajet jusqu'au domaine prit encore 15 minutes, serpentant le long d'une allée privée bordée de chênes imposants. Au bout de l'allée se dressait un majestueux manoir de style Tudor, le lierre grimpant le long de ses murs anciens, d'immenses fenêtres reflétant la lumière du soleil de l'après-midi. Amara sortit de la voiture, les jambes légèrement tremblantes. « C'est, à moi », pensa-t-elle, incrédule. Théodore les conduisit à travers une cour de gravier et par d'imposantes portes doubles dans un grand hall d'entrée au sol de marbre et à un escalier majestueux. Des peintures, probablement d'une valeur inestimable, ornaient les murs, et un énorme lustre en cristal scintillait au-dessus de leur tête. « Nous avons beaucoup de choses à voir », dit Théodore en lui adressant un signe de tête solennel. Votre grand-père était un homme discret, mais il maintenait des opérations commerciales impeccables. Daniels Tech a son siège en ville, avec de multiples succursales dans le monde entier. Il gérait la plupart des affaires à distance d'ici, dans ces dernières années. Nia laissa échapper un sifflement admiratif. Amara, c'est incroyable. Mon appartement entier tiendrait juste dans ce hall. Les yeux d'Amara parcoururent l'espace, une tempête d'émotions déferlant en elle le regret de n'avoir jamais connu cette facette de son grand-père, la gratitude pour son étonnant cadeau final, et une peur profonde de ne pas être à la hauteur de la tâche. Mais sous tout cela, un noyau de résolution grandissant. Je ne peux pas laisser son héritage se perdre. Au cours des heures suivantes, Théodore expliqua la structure de Daniels Tech, les principaux partenariats et l'étendue de son influence mondiale. Il exposa également les stipulations de son grand-père, Amara recevrait la pleine propriété, mais elle devait signer les documents d'héritage dans la semaine ou tout perdre. C'est une responsabilité intimidante, reconnut-il. Mais je vous guiderai à chaque étape. Votre grand-père a un conseil d'administration composé de cadres expérimentés qui ont maintenu la prospérité de l'entreprise, mais ils devront vous accepter comme PDG officiel. Amara expira difficilement, pensant à la façon dont, quelques jours auparavant, sa vie avait semblé en ruine. Maintenant, elle se tenait au bord d'une fortune et d'un pouvoir inimaginable. Je ne le décevrai pas, murmura-t-elle en touchant la rampe en acajou du grand escalier. Ce soir-là, Théodore lui offrit une suite pour qu'elle puisse s'imprégner de la gravité de la situation. Nia l'accompagna, errant dans les couloirs du manoir avec une fascination ébahie. À la tombée de la nuit, Amara se retrouva assise sur une méridienne en velours dans une bibliothèque qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées, les murs tapissés d'innombrables livres, une cheminée crépitant chaleureusement. Prenant une profonde inspiration, elle laissa un mince rayon d'espoir pénétrer ses ténèbres. Si son grand-père avait suffisamment cru en elle pour lui laisser cet héritage, peut-être pourrait-elle apprendre à croire en elle-même. La trahison qu'elle avait subie aux mains de Léo pesait encore lourdement sur elle, mais pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Peut-être que c'était l'univers qui lui donnait une chance de surmonter sa douleur, de devenir quelqu'un qu'elle n'avait jamais osé rêver d'être. Quelques jours plus tard, au cabinet d'avocat de la ville, Amara signa les documents officiels d'héritage. Le stylo lui parut absurdement lourd dans la main, comme s'il portait le poids de tout son avenir. Chaque trait d'encre faisait battre son cœur. Une fois le stylo posé, Théodore lui tendit un trousseau de clés et un dossier soigneusement dactylographié contenant des codes et des mots de passe importants. « Félicitations, Madame Daniels », dit-il doucement. « Vous êtes maintenant la PDG de Daniels Tech. » Nia poussa un cri d'excitation et serra Amara dans ses bras. « Tu te rends compte ? Passer de ce chagrin d'amour à cette incroyable opportunité en quelques jours seulement. » Amara força un sourire tremblant. Elle se sentait toujours comme une imposture dans un monde de haute finance et de manœuvres d'entreprise. Mais elle savait qu'elle devait assumer cette responsabilité de front. Les médias, s'avéra-t-il, étaient déjà avides de l'histoire. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle avait fuité qu'une petite fille jusqu'alors inconnue avait hérité de la fortune de Daniels Tech. Les gros titres des blogs financiers et des sites d'information spéculaient. L'héritière mystère d'un empire d'1 milliard de dollars.
La réaction de Léo ne se fit pas attendre. Bien qu'Amara l'ait bloqué sur son téléphone, Nia reçut un déluge de messages de connaissances communes. Léo est en train de paniquer, rapporta Nia, les yeux brillants de satisfaction. Il entend des rumeurs selon lesquelles tu as hérité d'une fortune colossale. L'estomac d'Amara se noie. La pensée que Léo découvre sa manne était à la fois satisfaisante et terrifiante. Une partie d'elle voulait voir son visage quand il réaliserait que la femme qu'il avait rejetée était maintenant plus riche qu'il n'aurait jamais rêvé de l'être. Mais une autre partie d'elle se souvenait de la douleur qu'il avait causée et de la peur qu'elle ressentait à lui tenir tête. Néanmoins, elle ne pouvait plus se cacher du monde. Elle organisa une réunion avec le conseil d'administration de Daniels Tech. Quand elle arriva au gratte-ciel élégant et vitré qui servait de siège à l'entreprise, une nuée de journalistes s'était massée près de l'entrée, prenant des photos et criant des questions. Les appareils photos crépitèrent lorsqu'elle sortit de la voiture, Théodore à ses côtés. À l'intérieur, Amara fit face au conseil d'administration. Des cadres chevronnés qui avaient travaillé sous Frédéric pendant des décennies. Ils la regardèrent avec scepticisme, certains avec une hostilité non dissimulée. Un homme d'âge mûr aux cheveux argentés, qui se présenta comme Martin Hill, s'éclaircit la gorge. Madame Daniels, votre nomination au poste de PDG est sans précédent. Puis-je vous interroger sur votre expérience professionnelle? Amara se redressa sur sa chaise. Je ne vais pas mentir. Je n'ai pas de références professionnelles étendues. Mais je suis désireuse d'apprendre. Mon grand-père a cru en moi, et je suis déterminée à honorer sa confiance. Quelques membres du conseil échangèrent des regards sceptiques. Une femme, Naomi Pierce, offrit un petit signe d'encouragement. Nous sommes prêts à vous guider, dit-elle. La vision de votre grand-père a toujours été de cultiver un nouveau leadership. Peut-être pourrez-vous apporter une perspective nouvelle. Après la réunion, Amara sentit la tension dans l'air. Certains membres doutaient clairement de ses capacités, espérant probablement qu'elle leur céderait le contrôle. Mais elle ne se laisserait pas intimider. Si son grand-père croyait en elle, alors elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour prouver qu'elle était digne de sa foi. Cette nuit-là, elle retourna au domaine, physiquement et émotionnellement épuisée. Elle parcourut les grandes salles, pensant à la façon dont son monde avait basculé. Bien que la peur la rongeât, une détermination tranquille commença à éclore. Ils pensent que je suis juste une fille naïve qui a eu de la chance. Je vais leur montrer à quel point ils ont tort. Lundi matin, Amara arriva à Daniels Tech pour son premier jour officiel en tant que PDG. Elle portait un tailleur noir modeste, les cheveux soigneusement attachés en arrière, s'accrochant encore à un style quelque peu conservateur. Elle se sentait plus comme une souris effrayée que comme la nouvelle dirigeante d'une entreprise d'1 milliard de dollars. En traversant le hall, les employés chuchotaient. Certains la pointaient du doigt, d'autres la fixaient simplement. La tension était palpable. Quelques personnes la saluèrent poliment, mais beaucoup semblaient ne pas savoir comment traiter cette nouvelle venue apparue de nulle part. Elle prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage, son pouls battant dans ses oreilles. Quand les portes s'ouvrirent, Martin il l'attendait. « Madame Daniels, dit-il d'un ton neutre, désignant le couloir. Votre bureau est par ici. » Il parlait comme s'il pouvait à peine cacher son scepticisme. Le bureau était à couper le souffle, une suite d'angles avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Un grand bureau en acajou se trouvait près de la fenêtre, et un coin salon cossu occupait le coin opposé. Pourtant, la grandeur ne faisait qu'accentuer le sentiment d'Amara d'être déplacée. Martin lui tendit une pile de dossiers. Ce sont les notes de votre grand-père sur les projets à venir, les clients clés et les affaires en cours. Nous rencontrons l'équipe de direction à 10 heures pour discuter des initiatives stratégiques. Merci, dit Amara, la voix légèrement tremblante. Elle se demanda s'il avait détecté le tremblement de ses mains. Une fois seule, elle s'enfonça dans le fauteuil à haut dossier derrière son bureau. Elle déglutit difficilement, se disant qu'elle pouvait le faire. Pendant si longtemps, elle avait été l'épouse de soutien, encourageant Léo depuis la touche. Elle n'avait jamais été celle qui dirigeait. Des images de Léo, ses yeux moqueurs, les papiers du divorce, envahirent son esprit. Une vague de colère et de détermination monta en elle. « Je ne laisserai plus personne me sous-estimer », pensa-t-elle en ouvrant le premier dossier. Elle commença à lire les dernières notes de Frédéric Daniels sur les expansions, les développements de produits et les acquisitions potentielles. Le langage était complexe, truffé de jargon,
mais elle se força à l'analyser. Si elle avait appris quelque chose de ces années de sacrifice pour Léo, c'était que le dévouement et le courage pouvaient mener une personne plus loin qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. À 9h55, elle avait une compréhension rudimentaire d'au moins la moitié des dossiers. Elle se leva, lissant son tailleur. Un pas à la fois, se rappela-t-elle. La réunion à venir était sa première chance de faire impression en tant que PDG. Qu'il le veuille ou non, elle était là, et elle n'allait nulle part. Au cours des semaines suivantes, Amara réalisa que les premières impressions dans le monde de l'entreprise avaient un poids énorme. Des chuchotements circulaient dans les couloirs. Ce n'est qu'une femme au foyer, et elle ne sait pas ce qu'elle fait. Leurs attitudes méprisantes alimentèrent sa résolution de se transformer, tant en connaissance qu'en présentation. Naomi Pierce, la membre du conseil d'administration qui avait montré une certaine chaleur, l'approcha un après-midi avec une proposition. « Madame Daniels, si je puis me permettre, je connais une consultante en images de renommée mondiale, Jacqueline Royce. Elle a travaillé avec des PDG et des politiciens pour affiner leur image publique. Cela pourrait vous aider à gagner la confiance et le respect que vous méritez dans ce rôle. » Amara hésita, se rappelant comment elle se targuait autrefois de son style simple. Pourtant, elle reconnaissait maintenant que les apparences pouvaient être un outil puissant. « Merci, Naomi. Veuillez organiser une présentation. » Ce week-end-là, elle rencontra Jacqueline Royce dans une boutique chic du centre-ville. La consultante était une femme d'une élégance posée, avec des cheveux lisses et une garde-robe impeccable. Elle tourna autour d'Amara, l'examinant de la tête aux pieds. « Vous avez une grâce naturelle, déclara-t-elle. Mais nous devons accentuer vos points forts et exsuder l'autorité. » Amara passa des heures à essayer des tailleurs pantalons ajustés, des jupes crayons, des chemisiers de marquer des talons qui lui donnaient quelques centimètres de plus. Jacqueline la conseilla également sur la posture, la projection de la voix et l'art subtil de commander une pièce. « Rappelez-vous, dit-elle en tapotant légèrement le poignet d'Amara. Les gens décident comment vous traitez dans les secondes qui suivent votre rencontre. Faites en sorte que ces secondes comptent. » La transformation fut saisissante, même pour Amara elle-même. Fini ses tenues timides et légèrement informes. À leur place, une garde-robe élégante et confiante. Ses cheveux, autrefois tirés en une simple queue de cheval, tombaient maintenant en vagues lisses et brillantes qui encadraient son visage. Le maquillage était subtil mais appliqué professionnellement, rehaussant ses traits sans détourner l'attention de sa beauté naturelle. Lundi matin, elle entra dans le hall de Daniel Estec, rayonnant d'une toute nouvelle aura. Son tailleur bleu marine ajusté et sa démarche assurée firent tourner les têtes. Certains employés faillirent la regarder à deux fois, incapables de concilier cette silhouette posée avec la femme discrète qu'ils avaient vue quelques semaines auparavant. Elle entra d'un pas décidé dans une réunion du conseil d'administration où Martin et les d'autres cadres étaient déjà assis. Les conversations s'éteignirent lorsqu'elle prit place à la tête de la table. Elle ouvrit le dossier devant elle, croisant le regard de chaque personne à tour de rôle. « Bonjour. Commençons par le bilan trimestriel. J'aimerais un point sur le projet Aurora. » Un silence surpris s'installa dans la pièce avant que Martin ne s'éclaircisse la gorge, cherchant légèrement ses notes. Il fit un point, mais pour la première fois, il sembla déséquilibré, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si préparée ou si autoritaire. Amara hocha la tête pensivement. « Merci. Je veux une analyse plus détaillée, spécifiquement sur l'analyse coût-avantage. Nous devrons évaluer les nouveaux risques de marché avant de continuer. » Un des cadres toussa. « Nous, bien sûr, Madame Daniels. Nous vous la fournirons d'ici la fin de la journée. » Après la réunion, Naomi Pierce la rattrapa. « Je suis impressionné. Vous avez certainement marqué les esprits. » Amara sourit. « J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis engagé dans cette voie. Mon grand-père m'a confié son entreprise, et j'ai l'intention d'honorer cette confiance. » En peu de temps, elle avait transformé non seulement son apparence, mais aussi son état d'esprit. Chaque soir, elle étudiait des livres sur la finance et le leadership, prenait des notes lors de conférences en ligne sur les affaires, et consultait Théodore et des cadres de confiance. Lentement mais sûrement, elle se sentait moins comme une imposture et plus comme une dirigeante prête à mener Daniel Estec vers une nouvelle ère. Et ce n'était que le début. Amara se plongea dans sa nouvelle réalité avec une ferveur qui l'étonna elle-même. Jour après jour, elle terminait ses réunions de travail pour passer ses soirées enfouies dans les rapports financiers, les analyses de marché et les manuels de leadership.
Parfois, elle quittait le bureau bien après minuit, déterminée à prouver sa valeur aux yeux dubitatifs constamment posés sur elle. Son conseiller de confiance de son grand-père, Théodore Jamson, joua un rôle crucial dans son apprentissage accéléré des affaires à haut risque. Il s'asseyait dans son bureau pour examiner des feuilles de calcul, Théodore expliquant patiemment chaque poste. « Vous apprenez vite », observa-t-il, impressionné. « Il faut généralement des mois, voire des années, au nouveau cadre pour saisir les bases que vous apprenez en quelques semaines. » Mais Amara savait qu'elle rattrapait son retard. Elle voyait Martin et il rôder en marge des réunions du conseil, échangeant parfois des chuchotements avec d'autres directeurs. Certains d'entre eux semblaient attendre qu'elle échoue. Cette connaissance alluma un feu en elle, la motivant à plonger encore plus profondément dans les complexités de la stratégie d'entreprise. Sa confiance grandissait de semaine en semaine. Elle se retrouva à contribuer de manière significative aux discussions, posant des questions pointues sur les chaînes d'approvisionnement, le positionnement de la marque et les tendances technologiques émergentes. Petit à petit, elle gagna la confiance des membres du personnel plus ouverts d'esprit. Les chuchotements la qualifiant de simple femme au foyer commencèrent à s'estomper, remplacés par des murmures de respect. Elle apprend vite, et peut-être qu'elle peut vraiment gérer ça. Un soir tard, alors qu'elle se penchait sur une proposition de fusion compliquée, Naomi frappa à la porte. « Amara, tout le monde est rentré chez soi. Tu as l'air épuisé. Peut-être devrais-tu arrêter pour ce soir. » Amara se frotta les tempes, les yeux lourds. « Bientôt, je dois juste finir cette section. Mais merci de prendre de mes nouvelles. » Naomi s'attarda. « Tu as fait beaucoup de chemin en peu de temps. Je suis fier. Frédéric le serait aussi. » Amara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle portait toujours en elle la tristesse des années perdues avec son grand-père. Mais entendre qu'il aurait pu être fier la réconforta. « Merci », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Ça signifie beaucoup. » Naomi lui serra l'épaule d'un geste rassurant. « Ne te laisse pas abattre par les sceptiques. Le conseil peut être difficile, mais si tu continues à travailler comme ça, ils n'auront d'autre choix que de te respecter. » Après le départ de Naomi, Amara retourna à la proposition, son esprit tourbillonnant de données. Mais sous les feuilles de calcul et les chiffres, elle sentit une nouvelle identité se former. Elle n'était plus le paillasson de Léo ni la femme sanglotant dans l'appartement exigu d'une amie. Elle devenait la PDG que son grand-père croyait qu'elle pouvait être. Et, ce faisant, elle redécouvrait une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Le jour de la conférence de presse arriva. Les médias réclamaient une déclaration depuis que la nouvelle de l'héritière secrète de Frédéric Daniels avait éclaté. Au début, Amara était hésitante. Parler en public la terrifiait. Mais Théodore insista sur le fait qu'il était temps d'aborder les spéculations de front et d'exposer sa vision pour Daniels Tech. Une grande salle de conférence au rez-de-chaussée du bâtiment fut transformée en salle de presse. Des rangées de journalistes installèrent des caméras, des microphones et des bloc-notes, murmurant avec anticipation. La foule bruissait de rumeurs et de questions. Qui est vraiment cette femme? Peut-elle diriger une société d'1 milliard de dollars? Amara se tenait derrière un rideau, le cœur battant dans sa poitrine. Elle jeta un dernier coup d'œil dans le miroir, ajustant son costume parfaitement taillé. Naomi lui fit un signe d'encouragement, tandis que Jacqueline Royce s'attardait à proximité, offrant des conseils de dernière minute. Épaules en arrière, menton haut, parlez avec clarté. Souvenez-vous. Ils ont plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'eux. C'est vous qui détenez le pouvoir ici. Elle. Le émergea sous un déluge de flashs d'appareils photo. Le bruit était désorientant, mais elle agrippa fermement le podium et ravala sa nervosité. Elle jeta un coup d'œil au discours préparé sur le prompteur, une déclaration concise et claire sur l'avenir de l'entreprise. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Je m'appelle Amara Daniels, et je suis honoré de me tenir devant vous en tant que nouvelle PDG de Daniels Tech. » Une vague de murmures parcourut la foule. Amara continua. « Mon grand-père, Frédéric Daniels, a bâti cette entreprise avec un esprit pionnier. Bien que j'ai été éloigné de lui pendant de nombreuses années, j'ai l'intention de perpétuer son héritage d'innovation, d'intégrité et de responsabilité sociale. » Des éclairs de lumière vacillèrent dans ses yeux. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer. « Je comprends que beaucoup d'entre vous remettent en question mon expérience.
Laissez-moi vous assurer que j'apprends des meilleurs esprits et que je suis entièrement dévoué à ce rôle. Nous avons des projets passionnants à venir, notamment l'expansion de notre division de recherche, l'investissement dans les technologies durables et l'exploration de nouveaux partenariats pour stimuler la croissance mondiale. Les journalistes criaient des questions. Comment répondez-vous aux affirmations selon lesquelles vous n'êtes pas qualifié? Cherchez-vous à vendre l'entreprise? Qu'en est-il du différend familial supposé? Amara maintint son sang-froid. Je me suis immergé dans les opérations de Daniels Tech, et je suis soutenu par une équipe solide. Quant à la vente, non. Je suis ici pour guider Daniels Tech vers sa prochaine ère. Le différend familial appartient au passé. Je suis concentré sur l'avenir. Un silence tomba, puis les journalistes éclatèrent avec plus de questions. Les appareils photo continuaient de cliquer frénétiquement. Pourtant, à la fin de la conférence, le consensus général était le suivant: Amara Daniels n'était pas l'héritière timide et ignorante à laquelle beaucoup s'attendaient. Elle parlait avec conviction, exposant des objectifs clairs pour une entreprise qui reposait depuis longtemps sur la réputation de son fondateur. Ce soir-là, les chaînes d'information diffusèrent des reportages, l'inconnu d'1 milliard de dollars. Et, Amara Daniels, de femme au foyer à PDG? L'opinion publique était partagée. Les sceptiques remettaient en question son parcours, mais d'autres trouvaient sa transformation intrigante. Elle avait capté l'attention, et c'était la moitié de la bataille dans l'arène corporative moderne. Amara regarda la couverture médiatique depuis son bureau avec un mélange de soulagement et d'épuisement. Elle savait qu'elle n'était pas encore tout à fait arrivée, mais elle venait de faire un pas de géant dans la bonne direction. Avec les projecteurs des médias braqués sur elle, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle jura qu'elle ne s'effondrerait pas sous la pression, pas après être arrivée si loin. Tandis que l'étoile d'Amara montait, le monde de Léo commençait à se fissurer. Il avait connu un bref élan de succès après s'être mis en couple avec Sophia Blake, la fille d'un riche investisseur. Mais sa confiance arrogante et son charme superficiel n'allèrent pas loin. Les investisseurs découvrirent rapidement que Léo manquait de perspicacité commerciale substantielle. Bien qu'il pût présenter de grandes visions, il ne pouvait pas les concrétiser par une planification efficace ou une discipline financière. Le père de Sophia, David Blake, le reconnut trop tard, ayant déjà investi une somme considérable dans l'entreprise de Léo sur la base du battage médiatique. Un après-midi, alors que Léo entrait d'un pas nonchalant dans son bureau élégant aux parois de verre, il fut accueilli par le regard glacial de David Blake, accompagné de 2 conseillers juridiques. David claqua un dossier sur le bureau de Léo. « Voudriez-vous expliquer pourquoi le budget de notre dernière entreprise est en train de déraper » demanda-t-il. L'assurance de Léo vacilla. « Nous sommes en phase d'expansion » balbutia-t-il. « Et ce sont des dépassements normaux. »« Normal » cingla David. « Nous perdons de l'argent à vue d'œil, et aucune de vos sources de revenus promises ne s'est matérialisée. Vous m'avez vendu une vision sans substance. » Le visage de Léo rougit. « J'ai juste besoin de plus de temps. »« Je vous en ai donné beaucoup » l'interrompit David. Il fixa Léo d'un regard froid et calculateur. « J'ai cru en vous parce que Sophia insistait sur le fait que vous étiez un génie. Maintenant, je vois que j'aurais dû faire preuve de diligence raisonnable. » Quand David sortit en trombe, Léo ressentit une lourdeur menaçante. Les vrais bailleurs de fonds se retiraient, et il n'avait aucune marge de manœuvre. Ce soir-là, alors qu'il ruminait dans son bureau, Sophia entra d'un pas chaloupé, vêtue d'une robe de créateur. « Papa est furieux » annonça-t-elle d'un air ennuyé. « Il menace de te couper les vivres. Y a-t-il un moyen pour que tu... » « Je ne sais pas. » Le convaincre du contraire. Léo passa une main tremblante dans ses cheveux. « Je vais trouver quelque chose. J'ai juste besoin que tu me soutiennes. » Sophia leva les yeux au ciel, parcourant son téléphone. « Bien sûr, mais si tes investisseurs se retirent, où cela nous mène-t-il? Je ne vais pas regarder l'argent de mon père disparaître dans un trou noir. » Au fond de lui, Léo sentit les premières affres du désespoir. Il avait bâti tout son empire sur les apparences, costumes chers, voitures de luxe et bureaux somptueux. Maintenant que le tapis financier lui était retiré de sous les pieds, il n'avait plus de terrain solide sur lequel se tenir. Et au fond de son esprit, une pensée lancinante le tourmentait. Amara aurait été celle qui m'aurait guidé avec sincérité, pour m'aider à réussir pour de vrai. Mais il avait gâché ça. Les choses n'ont fait qu'empirer.
Les clients ont commencé à résilier leur contrat, invoquant un manque de confiance dans la gestion de Léo. Des rumeurs sur son incompétence se sont répandues et les liquidités de l'entreprise ont diminué de manière alarmante. Les investisseurs exigeaient des résultats qu'ils ne pouvaient pas fournir. Tard un soir, il fixa son reflet dans les parois de verre de son bureau. La ville scintillait derrière lui, se moquant de sa chute. Pour la première fois depuis des années, Léo Carter ressentit une peur authentique, réalisant que tout ce qu'il avait poursuivi, argent, statut, admiration, lui glissait entre les doigts comme du sable. Pendant ce temps, Amara enchaînait les victoires. Avec les conseils de Théodore, Naomi et d'autres cadres compétents, elle commença à finaliser un accord pour acquérir une entreprise de logiciels stratégiques. L'acquisition promettait d'ouvrir de nouvelles sources de revenus pour Daniel Estech, renforçant sa réputation de PDG avant-gardiste. Elle apprit également, par des mentions occasionnelles du personnel, que l'entreprise de Léo était hébergée dans un immeuble de bureaux de prestige au centre-ville. Une idée rusée commença à germer dans son esprit. Elle avait vu l'immeuble mis en vente dans ses alertes financières quotidiennes. L'acheter était un jeu d'enfant maintenant qu'elle avait les ressources et les relations, et cela mettrait Léo dans une position précaire. Après une semaine de négociations, elle conclut l'achat. Le bâtiment faisait désormais partie du portefeuille immobilier de Daniel Estech. C'était une bonne décision commerciale sur le papier, avec des locaux commerciaux de premier choix et un ensemble de locataires bien payants. Mais elle ne pouvait nier la satisfaction personnelle que cela lui procurait. Augmenter le loyer du bureau de Léo à un taux exorbitant fut presque trop facile. Elle se justifia cette décision. C'était une décision commerciale. La valeur marchande du bâtiment dictait de toute façon des loyers plus élevés. Si l'entreprise de Léo ne pouvait pas se le permettre, ce n'était guère son problème. Le jour où l'avis d'expulsion arriva sur le bureau de Léo, il faillit perdre la tête. Il appela la direction de l'immeuble en furie, pour être informé que la propriété appartenait désormais à Daniel Estech. Et à qui appartenait Daniel Estech? Amara Daniels, la femme même qu'il avait cruellement abandonnée. Il sortit de son bureau en trombe, exigeant une explication. « Je dois parler à celui qui a autorisé ça », aboya-t-il à une réceptionniste stupéfaite. « Monsieur, la direction de l'immeuble vient de nous informer que c'est la décision du nouveau propriétaire, marmonna-t-elle. Nous avons 30 jours pour quitter les lieux si nous ne pouvons pas respecter les nouvelles conditions du bail. » L'esprit de Léo s'emballa. Il savait que ses finances étaient trop précaires pour supporter une augmentation drastique de loyer. Il sentit aussi la main froide du destin se resserrer autour de sa gorge. Amara était derrière tout ça. Son ex-femme venait de lui porter un coup dévastateur, et le pire, c'est que cela semblait entièrement mérité. Amara, pendant ce temps, était assise dans son bureau chic, la ligne d'horizon de la ville scintillant derrière elle. Son téléphone vibra avec un message de Nia, il panique. On dit qu'il ne peut pas se permettre l'augmentation de loyer. Un sourire lent et satisfait se dessina sur ses lèvres. Elle ferma les yeux, se souvenant de la façon dont il l'avait mise à la porte sans rien, l'humiliant le jour de la Saint-Valentin. Bien que la vengeance ne fût pas sa principale motivation, elle se construisait une vie meilleure. Le goût en était toujours extraordinairement doux. La fusion de l'entreprise de logiciels se déroula sans accroc. La division nouvellement intégrée améliora la part de marché de Daniel Estech dans les applications de pointe, attirant encore plus l'intérêt des investisseurs. Les gros titres annonçaient, Amara Daniels conclut un accord d'1 milliard de dollars, une démarche prometteuse pour Daniel Estech. Dans les semaines qui suivirent, l'emploi du temps d'Amara fut rempli d'entretiens, de séances de stratégie et de planification financière. Elle adorait le sentiment d'utilité qui la parcourait. Bien que les nuits fussent souvent sans sommeil, l'adrénaline du succès était addictive. Elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour rassembler les gens, pour inspirer les équipes à travailler de manière cohérente. Un jour, elle se tenait sur une petite scène lors d'une conférence technologique, prononçant un discours liminaire sur l'innovation et l'empathie dans le leadership. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, et elle aperçut de nombreuses femmes entrepreneurs lui souriant dans le public. Elle la voyait comme un phare d'espoir, une femme qui s'était élevée contre vent et marée pour commander un empire corporatif. Dans la foule, elle remarqua aussi un visage familier. Nia, qui était venue la soutenir. Elles échangèrent un pouce levé discret, et Amara sentit une vague de gratitude. On l'a fait, semblait être le message tacite. Elle savait qu'elle n'aurait jamais survécu à ces moments les plus sombres sans l'amitié indéfectible de Nia.
Après son discours, journalistes et participants l'assaillirent. Une jeune femme, à peine sortie de l'université, s'approcha avec de grands yeux ébahis. « Madame Daniels, avez-vous des conseils pour quelqu'un qui débute dans la technologie ?» Amara offrit un sourire chaleureux. « Croyez en vous et entourez-vous de gens qui vous élèvent. N'ayez pas peur d'échouer. C'est comme ça qu'on apprend. Continuez d'avancer, même quand les chances semblent contre vous. » En quittant cette scène, Amara ressentit un sentiment d'accomplissement qui transcendait la vengeance personnelle ou la richesse. Elle faisait une différence, traçant un chemin non seulement pour elle-même, mais pour d'autres qui voyaient en elle un symbole de résilience. Du chagrin d'amour au gratte-ciel, plaisanta-t-elle intérieurement. Et ainsi, sa place dans l'industrie fut consolidée. La femme autrefois rejetée comme une femme au foyer naïve était maintenant une force, respectée, voire admirée. Le souvenir de la trahison de Léo ne la hantait plus aussi cruellement. Il était toujours là, comme une cicatrice, mais il ne la définissait plus. Léo perdit son espace de bureau à cause de l'augmentation du loyer. Ses finances en déliquescence rendirent impossible de déménager dans un immeuble comparable. Les investisseurs se retirèrent, invoquant un manque de confiance. Quelques clients restants rechignèrent au passage à un espace moins cher et mal équipé dans lequel il dut s'installer. Le moral chuta, le personnel démissionna en masse, et bientôt, Léo se retrouva face à des dettes croissantes. Sophia, pendant ce temps, était devenue plus froide. Elle ne s'extasiait plus sur ses idées commerciales. Elle passait ses nuits dans des clubs exclusifs, fréquentant son cercle social aisé. Ils se disputaient sans cesse. Un soir, Sophia entra en trompe dans leur pentouse, gracieuseté de l'argent de son père, et jeta son sac à main clouté de diamants sur le canapé. « Tu es pathétique », ricana-t-elle, après que Léo eut tenté de l'entraîner dans une conversation sur le sauvetage de son entreprise. « Tu m'as promis une vie de luxe et de glamour, mais tout ce que tu as fait, c'est m'embarrasser. Si papa nous coupe les vivres, qu'est-ce qu'il nous reste ?» Léo se hérissa. « Tu crois que je ne sais pas ? Sais-tu sous quelle pression je suis ?» Elle leva les yeux au ciel, attrapant son téléphone. « J'en ai marre de tes jérémiades. J'ai un dîner auquel assister. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un de vraiment réussi là-bas. » Les mots piquèrent comme de l'acide. Elle partit en claquant la porte derrière elle. Seul dans le somptueux Penthouse, Léo remarqua à quel point il se sentait vide, à quel point tout autour de lui était superficiel. Il essaya de calmer ses mains tremblantes. « J'ai perdu tout ce qui comptait », pensa-t-il, un souvenir du sourire chaleureux d'Amara traversant son esprit. Le lendemain, Sophia ne rentra pas à la maison. Le surlendemain, elle lui envoya un texto « Je pense qu'on a besoin d'espace. Ne m'appelle pas », c'était la fin. Abandonné à nouveau, sans filet de sécurité, sans amour inconditionnel, Léo sentit le poids écrasant de ses choix. Il errait sans but dans le Penthouse, hanté par les regrets. Et si j'étais resté avec Amara ? La question résonnait dans son esprit. Elle n'était peut-être pas glamour au sens mondain du terme, mais elle avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Elle l'avait aimé de tout son cœur. Maintenant, c'était elle qui réussissait, tandis qu'il était un homme noyé dans les dettes, le chagrin et un sentiment d'échec toujours croissant. C'est arrivé un après-midi pluvieux. Amara quittait le bâtiment de Daniel Steck quand elle aperçut Léo debout près de l'entrée, les gouttes de pluie plaquant ses cheveux sur son front. Un instant, elle crut que ses yeux la trompaient. Il portait un costume froissé, sa cravate de travers, des ombres creusées sous ses yeux. Il se précipita dès qu'il la vit, ignorant les regards surpris des passants. « Amara, attends s'il te plaît », supplia-t-il, la voix brisée. Elle se figea, la poitrine serrée. Une bouffée de vieilles émotions flamboya, colère, blessure, incrédulité, pitié. Elle se souvint de l'homme qu'il avait quitté le jour de la Saint-Valentin pour une femme plus riche, lui tendant les papiers du divorce comme si elle était jetable. Il dut lire la froideur dans son expression, car il se lança immédiatement dans un plaidoyer plaintif. « J'ai fait une terrible erreur. Tu dois comprendre, j'étais sous pression. Sophia m'a manipulé. » Amara leva une main. « Arrête. N'ose pas blâmer quelqu'un d'autre. Tu as choisi de m'abandonner. » Les yeux de Léo se remplirent de larmes. Il avait l'air hagard, comme si la vie l'avait malmené sans relâche depuis leur dernière rencontre. « Je sais. Je suis désolé.
Je réalise maintenant tout ce que tu as fait pour moi. Je ne t'ai jamais remercié, jamais apprécié. Elle le coupa de nouveau, la voix glaciale. Ne fais pas comme si c'était une question de gratitude. Tu m'as jeté comme une ordure. Maintenant tu reviens en rampant parce que tu es fauché et seul. Il tressaillit comme si elle l'avait giflé. S'il te plaît, Amara. Donne-moi juste une chance de m'expliquer. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, j'ai juste... Son rire fut sec. L'amour, tu m'as humilié. Tu m'as rejeté dès que tu as trouvé quelqu'un de plus riche, quelqu'un avec des relations. Eh bien, devine quoi? J'ai tourné la page. Il tenta de lui prendre la main, mais elle se dégagea brusquement. Les gardes de sécurité dans le hall observaient avec prudence, prêts à intervenir. Elle le fixa, un mélange méconnaissable de tristesse et de triomphe tourbillonnant en elle. Tu voulais une femme qui corresponde à ton nouveau statut, dit-elle, la voix tremblante d'une fureur contenue. Quelle ironie que tu sois ici maintenant, alors que c'est moi qui te surpasse. Elle se détourna et s'éloigna, le laissant debout sous la pluie, les larmes se mêlant aux gouttelettes sur son visage. Pendant des années, elle avait rêvé du jour où il regretterait de l'avoir quitté, mais la réalité était douce amère. Elle ne trouva aucune joie à le voir brisé. Seulement un sombre sentiment de clôture. Il avait fait son lit. Maintenant, il devait s'y coucher. Quelques jours plus tard, Léo tenta d'appeler son bureau, d'envoyer des emails, laissant même des messages vocaux. Dans chacun, il offrait plus d'excuses, racontant des histoires sur la façon dont leur temps plus simple, leur rêve partagé, lui manquait. Amara ne répondit jamais directement. Elle demanda à son assistante, une femme à l'esprit vif nommée Cara, de filtrer ses appels. Plus de contact, ordonna-t-elle. Supprimer ses messages vocaux. Elle supprima elle-même ses emails avec un sentiment de finalité. Pourtant, tard dans la nuit, elle pensait à quel point les choses auraient pu être différentes si Léo ne l'avait pas trahie. Elle n'était pas sans cœur. Une partie d'elle se souvenait encore du garçon qui avait partagé un unique milkshake avec elle dans un restaurant miteux. Mais ce garçon était parti depuis longtemps, remplacé par un homme qui n'avait vu sa valeur que lorsque cela le servait. Elle décida finalement de lui envoyer un texto d'une seule phrase. « Tu m'as quitté quand je n'avais rien, et maintenant tu me veux quand j'ai tout ? Je ne fais qu'avancer. » Cara apporta le téléphone avec le message tapé. Amara le relut une fois de plus. Son doigt planant sur « Envoyer ». Après un moment d'hésitation, elle appuya sur le bouton. En expirant, elle sentit un étrange calme s'installer en elle. C'était la fin de ce chapitre de ma vie. Elle lui avait donné son cœur une fois, et il l'avait brisé. La nouvelle Amara ne laisserait plus jamais cela se reproduire. Léo répondit par un déluge de textos. « Je ferai n'importe quoi, s'il te plaît. Et, j'ai fait une erreur, ne me punis pas pour toujours. » Elle les lut avec détachement, puis les supprima tous. Bloqua son numéro. Elle refusa de le laisser se réinsinuer dans son esprit ou son cœur. En regardant par la fenêtre de son bureau, observant la ville qui lui avait autrefois semblé si cruelle, elle se surprit à murmurer un vœu silencieux. « Je mérite le bonheur. Je mérite le respect. Et c'est exactement ce que je vais exiger, chaque jour. » Amara apprit par les milieux d'affaires qu'il restait à Léo un actif en difficulté, une petite agence de marketing qu'il avait créée quelque temps auparavant pour soutenir ses principales entreprises. C'était le dernier fil de sécurité financière auquel il s'accrochait. Par curiosité et une pointe de colère persistante, elle demanda à Naomi d'évaluer discrètement le potentiel de l'entreprise. Les chiffres indiquaient que, bien que modeste, elle avait une clientèle décente et pouvait être redressée avec la bonne gestion. Avec une détermination calme, Amara entama des négociations pour racheter l'agence de marketing. Ce n'était pas une acquisition majeure dans le grand schéma de Daniel Steck, mais cela servait un double objectif, un bon investissement et une clôture finale. Elle ne voulait plus que vestige de l'empire en ruine de Léo ne subsiste. Lorsque le rachat devint public, Léo fut pris au dépourvu. Il arriva dans les bureaux pour constater que le personnel emballait ses affaires sous les nouvelles directives de l'équipe de direction de Daniel Steck. Hystérique, il exigea de voir le nouveau propriétaire. « Je dois parler à celui qui est derrière ça », cria-t-il, même s'il savait probablement déjà. Une réceptionniste le regarda avec méfiance. « Monsieur, le nouveau propriétaire est la PDG de Daniel Steck. Amara Daniels. »
Il recula, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. C'était ça. Elle avait racheté le dernier vestige de ce qu'il considérait autrefois comme son empire. Il se démena pour trouver un moyen d'arrêter l'accord, appelant des avocats, mais c'était béton. Avec ses ressources et son expertise juridique, il n'y avait aucune issue pour lui. Amara, de l'autre côté de la ville, garda une distance stoïque par rapport aux conséquences. Elle signa les documents finaux d'une main ferme, ressentant une vague de triomphe et une pointe de tristesse persistante. Elle n'avait jamais cherché à détruire Léo. Il s'était détruit lui-même en choisissant la cupidité et la trahison plutôt qu'un partenariat et un amour sincère. Tout ce qu'elle avait fait, c'était prendre des mesures stratégiques pour protéger et étendre sa position, et peut-être régler un compte émotionnel. Elle jeta un coup d'œil au contrat et laissa échapper un soupir subtil. Le coup de grâce avait été porté. Léo Carter n'avait plus rien. Les succès professionnels d'Amara se multiplièrent, mais un soir, lors d'un gala pour les innovateurs technologiques, elle trouva autre chose, une étincelle de romance à laquelle elle ne s'attendait pas. Darius King, un brillant entrepreneur connu pour ses avancées dans les énergies renouvelables, l'approcha après qu'elle eut prononcé un discours captivant sur la responsabilité sociale des entreprises. « Madame Daniels, dit-il en offrant un sourire chaleureux, vos idées sur le leadership éthique étaient inspirantes. Je suis Darius King, admirateur de longue date du travail de votre grand-père, et plus récemment, du vôtre. » Amara sentit un battement dans son estomac. Darius était grand, avec une confiance facile qui n'était pas envahissante. Ils commencèrent à parler, perdant la notion du temps alors qu'ils discutaient de tout, des stratégies philanthropiques au meilleur café de la ville. Au cours des semaines suivantes, leurs chemins continuèrent de se croiser, lors de conférences, d'événements caritatifs et même de quelques réunions d'affaires mutuelles. Chaque fois, la conversation coulait sans effort. Là où d'autres hommes avaient tenté de l'impressionner par des gestes tapant à accent grave-l'œil ou des références à sa nouvelle richesse, Darius la traitait simplement comme une égale. Il respectait son intelligence et son dynamisme, tout en semblant sincèrement intéressé par qui elle était au-delà de son titre de PDG. Un soir, après une conversation particulièrement engageante lors d'un événement de réseautage, Darius lui demanda si elle aimerait dîner. Elle hésita un instant, les souvenirs de la trahison de Léo lui revenant à l'esprit. Mais quelque chose dans le regard sincère de Darius la convainquit de dire oui. Leur premier dîner en tête-à-tête eut lieu dans un bistrot cosy et discret. Pas de paparazzi, pas d'étalage ostentatoire de richesse. Il l'interrogea sur son enfance, ses loisirs et sa vision des initiatives sociales de Daniel Estec. Elle se surprit à rire, à se détendre, révélant des parties d'elle-même qu'elle avait gardées secrètes depuis la trahison de Léo. À la fin du repas, Amara réalisa qu'elle s'était sentie plus à l'aise pendant ces quelques heures avec Darius qu'elle ne l'avait été pendant des années avec Léo. Il n'y avait aucune prétention, aucun jeu de pouvoir. Juste deux personnes se connectant à plusieurs niveaux. En la raccompagnant à sa voiture, il lui prit la main. « J'aimerais te revoir si ça te va, » murmura-t-il, une pointe de vulnérabilité dans la voix. Une sensation de chaleur se répandit dans sa poitrine. « J'aimerais ça aussi, Darius, » répondit-elle doucement. Pour une fois, elle se permit d'espérer que tous les hommes n'étaient pas comme Léo. Certains pourraient réellement apprécier qui elle était, plutôt que ce qu'elle pouvait offrir. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, la relation d'Amara et Darius s'épanouit. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils trouvaient du temps pour des dîners tranquilles, des promenades partagées dans le parc et des appels téléphoniques tardifs pour discuter de la vie, des rêves et de petites blagues idiotes. Un jour, Darius l'invita à un voyage surprise. Il la guida à bord de son jet privé, refusant de révéler la destination. Amara, à la fois excitée et nerveuse, laissa échapper un petit hoquet de surprise lorsqu'ils atterrirent sur une piste isolée dans un paradis tropical. De là, un court trajet en yacht les amena sur une magnifique île privée. Des palmiers émeraudes se balançaient doucement sur des plages de sable blanc immaculé. L'océan turquoise s'étendait à l'horizon. Un instant, Amara resta sans voix. Darius. C'est incroyable. Il sourit, la conduisant vers une charmante villa perchée sur une petite falaise surplombant la mer. Tu as travaillé si dur, et j'ai pensé que tu méritais une pause. Plus important encore, je voulais avoir la chance de passer du temps ininterrompu avec toi. Sans conférence, sans réunion, sans journaliste. Son cœur se gonfla de gratitude et d'affection. Elle s'émerveilla de la différence avec son passé,
où l'amour avait été conditionnel et les réussites utilisées comme monnaie d'échange. Darius voulait sincèrement partager son monde avec elle, pas l'exploiter à des fins commerciales ou pour son statut social. Au cours des jours suivants, ils explorèrent l'île, firent de la plongée avec tuba dans des eaux claires regorgeant de poissons colorés et se prélassèrent sous l'étreinte chaleureuse du soleil. Le soir, ils sirotaient des cocktails en regardant le soleil plonger sous l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose vif. Une nuit, après une promenade au clair de lune sur la plage, ils retournèrent sur la terrasse de la villa. Darius ouvrit une bouteille de champagne et leur servit à chacun une coupe. Alors que les vagues s'écrasaient doucement au loin, il prit la main d'Amara. « Tu sais, dit-il doucement, je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a surmonté tant de douleurs tout en restant si ouverte, si motivée et si compatissante. » Les joues d'Amara s'échauffèrent. « Je n'aurais jamais pensé faire à nouveau confiance à quelqu'un au point de ressentir cela, » admit-elle. « Mais tu m'as montré une sorte d'amour et de respect dont j'avais oublié l'existence. » Ils se penchèrent pour un tendre baiser, la brise marine les enveloppant comme une douce étreinte. À cet instant, sous le ciel étoilé, Amara ressentit un rare contentement. Elle avait repris sa vie en main, guérie d'une trahison brutale, et découvert maintenant un amour ancré dans une admiration sincère et des valeurs partagées. La nouvelle de la romance d'Amara se répandit rapidement dans les cercles sociaux et les conversations d'affaires. Surtout après que quelques paparazzis eurent pris des photos d'elle et de Darius entrant bras dessus bras dessous à un gala de charité très en vue. Il ne fallut pas longtemps pour que Léo en entende parler. Dans un dernier geste désespéré, Léo organisa des excuses publiques. Il réussit à déjouer la sécurité lors d'un sommet technologique où Amara devait prendre la parole. Alors qu'elle descendait de la scène, il apparut, microphone à la main, tremblant mais déterminé. « Amara Daniels, commença-t-il. Sa voix résonnant dans la salle de conférence stupéfaite. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait. J'ai été un imbécile. Je le vois maintenant, et je vous supplie de me pardonner. » Une vague de murmures parcourut la foule. Les caméras pivotèrent pour capturer le moment. Amara se tenait rigide, son expression un masque de glace. Darius, qui attendait à proximité, s'avança, mais elle leva la main pour l'arrêter. Elle voulait gérer cela elle-même. Léo continua, la voix tremblante d'émotion. « J'ai tout perdu. Mon entreprise, mes amis, mon respect. Et je sais que c'est de ma faute. J'ai trahi la seule personne qui m'aimait vraiment. Amara, tu as tout à fait le droit de me détester, mais je te demande, non, je te supplie, une autre chance. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. » Un instant, toute la salle sembla retenir son souffle. Amara regarda l'homme qu'elle avait autrefois aimé, maintenant une pathétique coquille vide, étalant son humiliation au monde entier. « Il ne fait ça que par pitié, » pensa-t-elle. Elle se souvint des innombrables nuits passées à pleurer, du jour où il lui avait remis ses papiers de divorce comme si son cœur ne signifiait rien. Elle fit un pas en avant, son regard inflexible. « Léo, dit-elle, sa voix amplifiée par le microphone. Je n'ai jamais voulu ton humiliation publique. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était le respect, l'amour et la loyauté, des choses que tu as choisi de me refuser. Notre histoire est terminée. J'ai tourné la page, et je n'ai aucune intention de revisiter le passé. » Léo ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La foule regardait bouche bée, certains filmant l'échange sur leur téléphone. Finalement, il baissa la tête et sortit en titubant de la salle, laissant derrière lui une vague de silence stupéfait. Après un moment, le public éclata en applaudissements, pour Amara. Les journalistes se disputaient son attention, mais la sécurité se précipita pour la protéger. Darius la rejoignit, passant un bras réconfortant autour de sa taille. Elle expira, le cœur battant, mais rempli de soulagement. Ce chapitre était définitivement clos, en public, sans ambiguïté. Sa vie personnelle s'épanouissant et sa position chez Daniel Steck étant assurée, Amara ressentit le besoin de redonner. Elle se souvint des jours sombres après le départ de Léo, où elle n'avait personne d'autre que Nia sur qui compter. Et si elle pouvait créer une plateforme pour soutenir les femmes confrontées à des trahisons et des difficultés financières similaires? Elle convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration, surprenant les cadres. « Nous lançons une fondation, déclara-t-elle, axée sur l'aide aux femmes qui ont subi la ruine financière ou la violence domestique. Je veux que Daniel Steck s'engage à verser un financement de démarrage important.
Certains membres du conseil semblaient méfiants. Les initiatives caritatives pourraient grignoter les bénéfices à court terme. Mais Amara était résolu. Mon grand-père a bâti cette entreprise sur des principes d'innovation et d'élévation des communautés. Cette fondation sera notre colonne vertébrale morale et sociale. La couverture médiatique positive à elle seule vaut l'investissement, sans parler des vies que nous changerons. Naomi Pierce sourit. Je pense que c'est une excellente idée, Madame Daniels. Comptez sur moi. Un par un, les autres hochèrent la tête. Même Martin il concéda, voyant le potentiel du mécénat d'entreprise. Ils la nommèrent la Fondation Aube Nouvelle, signifiant le nouveau départ dont tant de femmes avaient désespérément besoin. Fidèle à sa parole, Amara y investit ses propres ressources, égalant le don de l'entreprise. La Fondation offrait des subventions, des ateliers de planification financière et une aide juridique aux femmes prises au dépourvu par des divorces, des relations abusives ou des pertes soudaines. Lors du lancement presse, Amara parla avec passion de son parcours personnel. J'ai été là où beaucoup d'entre vous se tiennent, brisées, incertaines de l'avenir. Mais croyez-moi quand je dis qu'avec le bon soutien, vous pouvez vous relever, plus forte, plus sage et déterminée. L'événement suscita une attention et des éloges généralisés. Les dons affluèrent, et des entreprises prirent contact, souhaitant s'associer à la fondation. Les présentateurs de journaux saluèrent Amara non seulement comme une PDG à succès, mais aussi comme une force humanitaire, quelqu'un utilisant sa richesse et son influence pour créer un réel changement. En quittant l'événement, Darius la serra fort dans ses bras, murmurant « Je suis tellement fier de toi ». Amara sourit, savourant l'instant. Oui, elle avait de l'argent, du pouvoir et du respect. Mais plus important encore, elle avait un but qui transcendait ses propres gains. Alors que sa relation avec Darius s'approfondissait, la question du mariage se posa naturellement. Ils découvrirent à quel point leurs valeurs s'alignaient. Tous deux voulaient construire un avenir ancré dans le partenariat, l'intégrité et une passion pour l'élévation des autres. Dans un tourbillon de planification romantique, ils décidèrent d'organiser un mariage somptueux. La liste des invités comprenait des magnats de la technologie, des célébrités, des philanthropes et des amis proches qui les avaient soutenus. Les médias étaient en effervescence, le grand jour d'Amara Daniels, le mariage de l'année. La cérémonie eut lieu dans une cathédrale historique, ses arches ornées de lys blancs et de douces chandelles. Quand Amara remonta l'allée, au bras de Théodore, qui était devenu pour elle une figure paternelle, les invités se levèrent avec admiration. Sa robe de satin traînait derrière elle comme une rivière de clair de lune. Darius se tenait à l'autel, les yeux brillants de larmes de joie. Nia, rayonnante dans une robe de demoiselle d'honneur, articula « Tu es magnifique » au passage d'Amara. Et à cet instant, Amara ne put s'empêcher de se remémorer le chemin qui l'avait mené ici. Trahison, larmes, incertitude, et finalement un héritage qui changea sa vie. Elle ressentit un frémissement de gratitude immense pour cette seconde chance à l'amour et à une vie pleine de sens. Ils échangèrent des vœux qui parlaient d'unité, de respect et de rêves partagés. Alors qu'ils scellaient leurs promesses par un baiser, des acclamations et des applaudissements éclatèrent, résonnant dans le grand espace. La réception fut un mélange d'élégance et de célébration sincère. Des quatuors à cordes jouaient doucement tandis que les invités sirotaient du champagne, s'émerveillant devant les imposants centres de tables floraux et les plats gastronomiques. Des discours furent prononcés, louant la résilience d'Amara et le travail visionnaire de Darius dans les énergies renouvelables. Même Martin Hale, autrefois si dubitatif, porta un toast au bonheur du couple et à l'avenir radieux de Daniel Estec. Plus tard dans la soirée, Amara et Darius partagèrent leur première danse en tant que mari et femme sous un dais de guirlandes lumineuses scintillantes. Toute la foule sembla se dissoudre dans un flou, ne laissant que d'eux dans un cocon de musique et d'amour. À la fin de la nuit, la couverture médiatique fut unanime. De la trahison à la mariée milliardaire, le retour de conte de fées d'Amara Daniels. Les vidéos du mariage firent le buzz sur les réseaux sociaux, et les jeunes femmes du monde entier virent en Amara la preuve que la tragédie pouvait se transformer en triomphe. Par une cruelle ironie du sort, le lendemain du mariage d'Amara, Léo se retrouva à chercher un emploi. Il avait perdu son pantouse, ses entreprises et ses relations dans la haute société. Sans revenu stable ni référence, il finit par accepter un poste d'assistant marketing junior dans une petite entreprise stagnante. C'était tout ce qu'il pouvait obtenir. Sa nouvelle patronne, une femme 2 fois moins âgée que lui, le menait à la baguette sans pitié, lui rappelant les délais et les tâches subalternes.
Même dans cette petite entreprise, des chuchotements circulaient, n'est-ce pas le type qui était un gros bonnet avant? Chaque jour, il pointait, lisant sur le succès continu d'Amara dans les magazines ou voyant son visage dans les segments d'actualités économiques. Elle avait autrefois été l'épouse de soutien, sans ambition, à ses côtés. Et maintenant, elle était une titan à part entière, vénérée par le public. Sophia, bien sûr, avait disparu. David Blake ne voulait plus rien avoir à faire avec Léo après le fiasco financier. Les anciens amis refusaient de répondre à ses appels. Dans son modeste studio, il se remémorait les nuits passées dans des hôtels de luxe et les fêtes auxquelles il assistait avec le gratin de la ville. Il était un fantôme dans un monde qu'il avait autrefois adoré, réduit à un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, un récit sur l'orgueil démesuré et la trahison. Il vit des photos du mariage d'Amara sur les réseaux sociaux. Son sourire radieux, le cadre opulent. L'homme à ses côtés n'était pas seulement riche, mais l'adorait manifestement. Le contraste était saisissant. Il l'avait quittée quand elle n'avait rien, et maintenant elle était tout. La finalité de la chose pesait sur lui comme une encre de plomb autour de son cou. Dans son bureau spacieux, entouré de parois de verre offrant une vue panoramique sur la ville, Amara réfléchissait à son parcours. Les photos de mariage sur son bureau capturaient un moment de pur bonheur, elle et Darius se souriant, l'amour rayonnant comme la lumière du soleil. À côté, un cliché d'elle en Lasagna, témoignage de l'amitié qu'il avait soutenue dans ses moments les plus sombres. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Son assistante, Cara, s'affairait avec les demandes de réunion et les mises à jour de la fondation. Dans la salle de conférence, les cadres préparaient le prochain lancement de produits. Son téléphone sonna avec de nouveaux messages. Investisseurs, demande de la presse, collaborateurs philanthropiques. La vie d'une PDG était non-stop, un tourbillon constant de responsabilités et de décisions. Pourtant, au milieu de ce chaos maîtrisé, elle ressentait une profonde paix intérieure. Elle avait transformé son chagrin d'amour en un témoignage de résilience, passant d'une épouse humiliée à une redoutable femme d'affaires qui canalisait ses expériences pour autonomiser les autres. La fondation Aube Nouvelle était florissante. Des dizaines de femmes avaient déjà bénéficié d'une formation financière, d'une aide juridique et d'une orientation professionnelle. Certaines avaient même commencé à reconstruire leurs propres petites entreprises. Chaque histoire de réussite rappelait à Amara le chemin parcouru et l'importance cruciale de donner aux autres une chance de s'élever également. De temps en temps, des magazines ou des tabloïds publiaient des articles sur sa vie triomphale, dépeignant Léo comme la note de bas de page tragique. Elle ne se réjouissait ni n'ignorait la presse. Elle se concentrait simplement sur sa mission, reconnaissante de se tenir debout selon ses propres termes. Cet après-midi-là, alors qu'elle concluait une réunion, Darius la surprit en passant avec un petit bouquet de lys. « Pour ma femme », dit-il doucement en se penche.